Enseignement scientifique, thème 2, le chapitre 2, paragraphe Gan 4. Nous allons aborder la comparaison de différents dispositifs de stockage de l'énergie électrique. Je vous demande, avant d'écouter la suite de cette vidéo, de lire, comme demandé dans la question 1, les documents 1, 2 et 3 des pages 134 et 135 pour compléter la carte mentale ci-dessous. La problématique du stockage de l'énergie a en fait un seul objectif, celle d'adapter l'offre énergétique. Nous avons étudié les différentes techniques pour convertir de l'énergie électrique à partir d'énergie nucléaire, à partir d'énergie radiative, à partir d'énergie solaire, à partir d'énergie hydraulique, donc énergie mécanique. Et nous avons vu que la plupart de ces dispositifs sont intermittents. De ce fait, pour adapter l'offre énergétique à la demande, qui elle est elle-même irrégulière, il faut un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est le dispositif de stockage. Nous autres consommateurs, nous avons besoin d'énergie électrique essentiellement pour nous chauffer, nous éclairer, donc plutôt en hiver et quand il fait nuit. Or, à ces périodes, on peut avoir un manque de vent, il n'y a évidemment pas de lumière, et donc la production énergétique peut être insuffisante pour faire face aux pics de consommation. C'est là qu'interviennent les trois dispositifs de stockage qui vous sont détaillés dans les trois documents que vous avez lus. Premier dispositif de stockage, les STEP. Donc les STEP, ça signifie station de transfert d'énergie par pompage. Je les ai référencés ici, donc dans les trois dispositifs, les STEP. Si vous avez lu le document 1, vous avez remarqué que les STEP ont pour objectif un stockage sur de longues durées. Ça peut aller jusqu'à plusieurs années. Deuxième dispositif de stockage, les batteries. Les batteries, ce sont des dispositifs de stockage électrochimiques que nous avons déjà abordés. Je vous renvoie à la pile à combustible. La durée de stockage des énergies dans ces dispositifs est une durée moyenne de quelques mois. En effet, au-delà de ces quelques mois, la batterie a tendance à se décharger. Et enfin, vous découvrez un nouveau dispositif de stockage, les supercondensateurs. Ces supercondensateurs sont plutôt utilisés pour des durées de stockage courtes, pour un usage rapide. Associés à ces trois dispositifs de stockage peuvent être associés des impacts sur l'environnement. Alors il faut savoir que lorsqu'on utilise une station de pompage, on a les mêmes problèmes environnementaux que lorsqu'on fait fonctionner une centrale hydraulique, à savoir un bouleversement des écosystèmes locaux, essentiellement par un stockage d'eau massif. L'usage des batteries, on l'a déjà évoqué dans la carte mentale que vous aviez fait en autonomie, nécessite l'extraction de métaux rares pour faire fonctionner les réactions d'oxydoréduction qui vont libérer des électrons. Et les supercondensateurs ont apparemment un impact moins marqué, donc on a noté ici pas d'impact marqué sur l'environnement. Avant de répondre à la question 2.1 qui consiste à faire des représentations de chaînes énergétiques, je vous demande de réutiliser, de prendre avec vous votre cours et de relire le paragraphe grand 1 sur toutes ces chaînes énergétiques, et aussi d'aller visualiser la vidéo, la petite capsule faite par les auteurs du livre, en saisissant directement dans votre navigateur internet favori l'adresse atier-clic.fr/est134b. Vous aurez alors accès à une vidéo de ce type, en l'occurrence c'est celle-ci, dans laquelle, sur le site EDF, on vous explique comment fonctionne une station de transfert d'énergie par pompage. Turbinée aux heures de très forte consommation, puis recueillie dans une retenue en aval. Je ne vous passe pas toute la vidéo, vous la regarderez vous-même. Si vous avez pris le temps de relire votre cours, paragraphe grand 1, et de visualiser la petite capsule vidéo atier-clic, vous pouvez alors représenter, comme je l'ai fait, la chaîne énergétique d'une STEP en phase de turbinage. La phase de turbinage, c'est la phase où la retenue d'eau du haut se vide dans la retenue d'eau du bas. L'eau représente un réservoir d'énergie mécanique, c'est de l'énergie potentielle de pesanteur, qui est transférée à un alternateur, où comme d'habitude, il y a par induction, formation d'énergie mécanique, mais aussi des pertes par énergie thermique.
La phase de turbinage, c'est donc la phase où on vide le dispositif de stockage, où on restitue l'énergie électrique au consommateur en cas de pic de consommation. Même question, mais en phase de pompage. Alors la phase de pompage, ça représente les moments où la consommation électrique est inférieure à la production. Dans ces cas-là, l'énergie électrique excédentaire, obtenue par d'autres dispositifs, comme par exemple des éoliennes, va être acheminée pour faire fonctionner une pompe. Donc une pompe, c'est un moteur électrique, et cette pompe va faire monter l'eau jusqu'à la retenue d'eau supérieure, et évidemment avec un rendement inférieur à 100%, donc toujours avec des pertes d'énergie thermique. Cette énergie électrique qui fait fonctionner la pompe lui permet d'acheminer l'eau en hauteur et donc de stocker de l'énergie mécanique, de l'énergie potentielle de position. Question suivante. On y aborde cette fois la batterie. Alors, lorsque la batterie se décharge, je renvoie à l'expérience de cours que j'avais réalisée avec la pile à combustion. Les réactifs chimiques, donc dans l'exemple qu'on avait pris nous, c'était le dihydrogène et le dioxygène. Souvent dans les batteries, ce sont des électrolytes un peu plus complexes, basés sur des métaux lourds. Ces réactifs chimiques se transforment et donnent par réaction d'oxydoréduction de l'énergie chimique qui donc dans l'accumulateur est convertie en énergie électrique, en circulation d'électrons. Évidemment, toujours le tout accompagné de perte d'énergie sous forme de chaleur. Question 2.4. Avant d'aborder le supercondensateur en phase de charge, je vous propose de visualiser à l'adresse atier-clic.fr/est135a la petite vidéo qui vous permet de prendre connaissance de la structure d'un condensateur et donc d'un supercondensateur. Donc si vous avez lu le document et vu la vidéo, vous n'aurez pas de difficulté à trouver que le convertisseur, c'est donc le supercondensateur, qui, lorsqu'il reçoit en phase de charge de l'énergie électrique, la convertit en énergie potentielle électrostatique, donc stockage de charges positives des cations et de charges négatives les anions séparés par un isolant, et cette énergie potentielle électrostatique va pouvoir servir de réserve qui, en cas de besoin, permettra de décharger le supercondensateur pour restituer de l'énergie électrique. Le tout, évidemment, comme d'habitude, accompagné d'une perte sous forme de chaleur, ce qui fait chuter le rendement. On passe à l'analyse quantitative, c'est-à-dire avec des valeurs numériques. Il faut que vous cherchiez en autonomie les questions 2, 3, 4 et 5. Ça se passe toujours à la page 134. Je vous invite à chercher ces questions au brouillon et à ne regarder la correction que lorsque vous aurez passé un petit peu de temps dessus. Alors, dans la question 2, on nous demande de vérifier que le rendement d'une station de transfert d'énergie par pompage lors d'un cycle pompage-turbinage est de 80%. Pour répondre à cette question, il faut rappeler la définition du rendement. Donc le rendement, c'est l'énergie électrique sur l'énergie reçue, et avec ces deux énergies dans la même unité. D'après les documents, dans le cas de la STEP, l'énergie reçue est de 1,5 Wh et l'énergie électrique, donc l'énergie qui va être utile, est de 1 Wh. Je vous rappelle que 1 watt fois 1 heure, c'est une unité de puissance fois une unité de temps, c'est donc bien une unité d'énergie. Le rendement de la STEP sera donc égal à 1 divisé par 1,25, soit 0,8 ou encore 80%. Alors dans la question 3, il y a une toute petite erreur de saisie dans l'énoncé. C'est écrit une STEP utilise une énergie électrique de 1,5 MWh, en fait c'est 1,25 MWh comme indiqué dans le document 1. Donc si vous changez cette donnée, lors de la phase de pompage, donc lorsque l'eau est acheminée à la masse d'eau supérieure, l'énergie électrique est donc de 1,25 MWh. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette énergie, c'est également l'énergie qui est reçue lors de la phase de turbinage. Donc il faut partir sur une donnée où l'énergie reçue lors de la phase de turbinage, je vous rappelle, la phase de turbinage, c'est quand on vide le lac, donc quand on convertit l'énergie potentielle en énergie électrique. L'énergie qui va entrer dans le convertisseur, donc dans la turbine et l'alternateur, est de 1,25 MWh. Lors de la phase de turbinage, le rendement est défini par le rapport entre l'énergie utile, donc l'énergie électrique,
et l'énergie reçue. Or, ici, l'énergie reçue, on sait donc que c'est 1,25 MWh. Vous avez peut-être fait l'application numérique avec 1,5, c'est pas très grave. Et le rendement est toujours de 80%. Donc en faisant une application numérique, on trouve que l'énergie électrique qui va être convertie, qui va être utile, va être de 80% de 1,25, ce qui fait ici 0,8 fois 1,25, 1,2 MWh. Question 4, on nous demande de déterminer la durée maximale d'utilisation de la ferme de batterie de l'île de Kauai lorsqu'elle délivre une puissance moyenne de 5 MW. Vous devez instantanément penser à la relation de cours E égale P fois delta T. La durée delta T sera donc exprimée comme le rapport entre une énergie et une puissance. Or, si vous êtes attentif, dans le document 2, on vous fournit la valeur de l'énergie stockée dans la batterie. L'énergie stockée dans la ferme de l'ensemble des batteries est de 52 MWh. La puissance moyenne étant indiquée comme de 5 MW, délivrée à chaque instant par la ferme de batterie, la durée maximale d'utilisation de la ferme sera de 52 divisé par 5, c'est-à-dire un peu plus de 10 heures. Une remarque en passant sur les unités, il n'est pas nécessaire de convertir les données en joules ou en secondes ou en watts. En effet, l'énergie étant fournie en mégawatts fois heure, si on divise des mégawatts-heure par des mégawatts, il reste directement un résultat en heures, ce qui nous fait gagner du temps. Le bilan exigé dans la question 4 est basé sur la lecture du document 4, mais aussi sur l'introduction que j'ai fait dans cette vidéo, qui vous permet de comprendre l'intérêt d'utiliser des dispositifs de stockage dans un réseau électrique pour faire face aux pics de consommation et adapter l'outil de production aux consommateurs. Je vous demande, pour la prochaine séance où nous nous verrons, c'est-à-dire au mois de janvier pour les deux groupes, de prendre ici une bonne vingtaine de minutes pour rédiger de façon rigoureuse et au propre une argumentation reprenant les données scientifiques et les connaissances que vous avez découvertes dans ce chapitre numéro 2 pour répondre à la problématique suivante. Comment est-il possible d'adapter les fluctuations de la demande énergétique aux problèmes d'intermittence de certaines sources d'énergie? Une petite aide au niveau du vocabulaire. Fluctuation désigne un terme signifiant des changements, quelque chose qui n'est pas régulier. Et les problèmes d'intermittence, on en a parlé, l'intermittence c'est quand un système de production d'énergie, comme par exemple des éoliennes, ne fonctionne pas en continu. Les éoliennes ne fonctionnent pas quand il n'y a pas de vent. Bon courage, je me tiens toujours à votre disposition sur l'espace numérique de travail via la messagerie pour éventuellement répondre à toute question qui se poserait.